Dans le calme feutré d'un soir londonien, une lampe s'allume, un mystère s'éveille. Les ombres se frôlent, les secrets murmurent, et quelque part, un esprit aiguisé s'apprête à démêler les fils du mensonge. Rien n'est plus trompeur que le silence, et rien n'est plus fascinant que la vérité lorsqu'elle se fait attendre. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi? Prêt? Entrons dans l'histoire. Ce matin-là, Londres s'éveillait sous un voile de brume légère, et la lumière diffuse adoucissait les contours des immeubles gris de Whitehaven Mansion. Comme à son habitude, Poirot savourait l'harmonie du quotidien. Il avait disposé sa serviette à angle droit sur la table du petit déjeuner, vérifié la symétrie parfaite du sucrier et de la théière, puis entrepris, d'un geste méticuleux, de beurrer sa tartine. Assis face à lui, je parcourais distraitement The Times lorsque le tintement discret du timbre de la porte annonça une visite. Poirot leva la tête, l'air mi-satisfait, mi-curieux. « Le facteur, Hastings », dit-il avec un sourire. Et à cette heure précise, il n'apporte jamais que deux choses, une facture ou une surprise. Je haussai les épaules, habitué à ces énigmes matinales. Quelques secondes plus tard, le garçon de service entra, tendant une enveloppe couleur sable cachetée d'un sceau rouge. Poirot la prit avec ce soin cérémonieux qu'il accordait à tout ce qui portait le sceau de la curiosité. Je ne savais pas encore que cette simple interruption allait, une fois de plus, troubler la perfection ordonnée de ses journées. Poirot rompit le cachet d'un geste précis, dépliant le papier avec une lenteur presque solennelle. Ses yeux parcoururent les lignes, et je vis aussitôt une étincelle d'intérêt s'allumer. « Mon cher Hastings, » annonça-t-il enfin, « le comte de Ravancourt nous adresse un appel des plus pressants. Sa femme, la baronne Éléonore, a disparu depuis 3 jours à Monte-Carlo. » Je déposai ma tasse dans un léger bruit de porcelaine. « Disparu ? Voilà qui ressemble à un enlèvement. » Poirot ne répondit pas tout de suite. Il tenait encore le télégramme entre ses doigts, comme un médecin examinerait un pouls incertain. « Il y a dans cette formulation quelque chose d'étrange, » murmura-t-il. « L'homme qui craint pour sa femme n'écrit pas ainsi. » Je pris le papier. Le message, bref, disait « Disparition inexplicable. Supplie votre venue. Urgent. Ravancourt. » Poirot replia calmement le télégramme. « Monte-Carlo, » fit-il pensivement. « Le lieu du jeu, du luxe et, bien souvent, du mensonge élégant. »« Vous ne comptez tout de même pas rester ici, Poirot, » m'écriai-je. « Cette pauvre femme peut être prisonnière, blessée, que sais-je encore. » Mon ami, impassible, fit tournoyer sa cuillère dans la tasse de thé. « Mon cher Hastings, votre cœur, généreux vous honore, mais votre imagination vous emporte toujours au galop. » Je le regardai, un peu froissé par son calme. « Vous ne trouvez pas cela alarmant? 3 jours sans nouvelles d'une femme de son rang. » Poirot haussa les épaules. « Ce qui est alarmant, ce n'est pas l'absence, mais la manière dont on la raconte. Le conte écrit « disparition inexplicable, non enlèvement ». C'est là toute la différence. » Il posa la cuillère, essuya le bord de sa tasse et ajouta doucement « Quand un homme se hâte d'appeler à l'aide, c'est parfois moins par amour que par prudence. » Je demeurai songeur. Poirot, quant à lui, semblait déjà tracer dans son esprit les contours invisibles d'une intrigue dont lui seul percevait les ombres. Après le déjeuner, nous reprîmes place dans le salon. Poirot, installé dans son fauteuil préféré, les doigts joints en pyramide, méditait en silence. Enfin,
Il se tourna vers moi. « Hastings, dit-il d'un ton professoral, savez-vous quelle est la plus grande comédie du monde? Celle de la respectabilité. » Je levai un sourcil. « Vous pensez que le comte nous mentirait? » « Je pense, répliqua-t-il, que chacun ment un peu, surtout lorsqu'il s'agit d'honneur et d'apparence. Ah, ces nobles familles, elles portent leurs secrets comme des bijoux anciens, avec soin, mais non sans fardeau. » Il prit une gorgée de thé et poursuivit. « Voyez-vous, mon ami, il y a 3 sortes de mensonges, celui qu'on dit aux autres, celui qu'on dit par habitude, et celui qu'on se raconte à soi-même. Je souris malgré moi à cette philosophie à la fois sévère et malicieuse. Vous croyez donc que la baronne n'est pas victime, mais actrice de sa propre disparition? » Poirot eut un geste évasif. « Je ne crois rien encore, Hastings, mais je sens, comment dites-vous, une dissonance. » Le soir même, Poirot fit venir un agent de Scotland Yard avec lequel il s'entretint à voix basse. J'entendis seulement quelques bribes, Ravancourt, Monte-Carlo, dossier confidentiel. Quand l'homme se retira, Poirot rangea ses papiers, l'air satisfait. « Mon cher ami, dit-il, nous partons demain matin pour la Côte d'Azur. » « Déjà, vous avez obtenu des informations ?» Il me jeta un regard malicieux. Disons que j'ai obtenu le silence de ceux qui en savaient trop. C'est souvent plus instructif qu'un aveu. Je ne pus m'empêcher de sourire. Vous semblez fort certain de trouver quelque chose là-bas. Certain, non, mais curieux, toujours. Et puis, ajouta-t-il en ajustant sa moustache, j'ai entendu dire que la lumière du Sud met parfois en évidence les ombres les plus subtiles. Je reconnus dans ses yeux cette lueur que je connaissais bien, celle qui annonçait non pas une simple enquête, mais une aventure. Le lendemain matin, notre départ fut fixé à la 1re heure. Tandis que je m'affairais à préparer les valises, Poirot s'occupait, comme à son habitude, des détails les plus minutieux. Ordre des chemises, alignement des brosses, nombre exact de gants. « Vous êtes d'un calme prodigieux, dis-je. Moi, j'ai cette désagréable impression que nous nous rendons vers une tragédie. » Poirot sourit doucement. « Vous êtes, mon cher Hastings, le miroir de l'humanité, prompt à l'émotion, sincère dans l'inquiétude, et souvent aveugle à la logique. » Je secouai la tête, amusé et agacé tout à la fois. « Et quelle logique trouvez-vous ici ?» Il prit son chapeau, le posa soigneusement sur sa tête et me répondit sans me regarder. « La logique, mon ami, c'est que tout drame humain commence par un mensonge, petit ou grand. » Puis en descendant les marches, il ajouta à mi-voix, comme pour lui-même. « Et pourtant, Hastings, parfois, ce qui semble un enlèvement n'est qu'une fuite. » La route qui menait au manoir de Ravancourt serpentait à travers une campagne noyée de brume. Les haies sombres paraissaient veiller comme des silhouettes muettes, et les arbres dépouillés laissaient pendre leurs branches comme des bras fatigués. Poirot, emmitouflé dans son manteau, contemplait le paysage avec une gravité méditative. « Ah, mon cher Hastings, dit-il enfin, il y a dans ce brouillard anglais une obstination admirable. Rien ne s'y montre, rien ne s'y révèle. C'est la métaphore parfaite de certaines familles. » La voiture s'engagea dans l'allée du manoir, dont les pierres grises semblaient avoir absorbé des siècles de silence. Une lampe brûlait au-dessus de la porte, jetant une lueur hésitante sur le perron. Le majordome nous attendait déjà, immobile, tel un spectre au devoir. Ses gants blancs contrastaient avec son visage pâle. Poirot lui adressa un salut poli, que l'homme rendit avec la réserve d'un domestique trop longtemps habitué à la discrétion. Je ne pus m'empêcher de frissonner. Tout, dans cette demeure, respirait le secret et la retenue,
comme si chaque pierre redoutait que l'on prononce le mot disparition. L'homme s'appelait Lenton. Grand, mince, d'un maintien irréprochable, il semblait avoir été taillé dans la glace. Cependant, à la mention du nom de la baronne, je crus voir un imperceptible frémissement traverser ses traits. « Madame la baronne ?»« Oui, monsieur, » murmura-t-il en baissant la voix. « Elle est absente depuis 3 jours. » Poirot inclina légèrement la tête. « Absente. Le mot est élégant, mon cher Lenton. Je suppose qu'il signifie disparu ?» Le majordome s'empressa de nier. « Non, monsieur. Peut-être une visite prolongée à la campagne. Madame partait souvent sans prévenir. » « Sans prévenir son époux ?» fit Poirot d'un ton feutré. « Quelle femme admirablement indépendante !» Lenton resta muet. Ses yeux se posèrent un instant sur l'escalier, comme si un souvenir l'y avait surpris. Poirot observa ce geste, nota sans écrire. Nous suivîmes, le domestique, jusqu'au grand salon, où flottait un parfum discret de cire et de roses fanées. Lenton s'éclipsa aussitôt, laissant derrière lui une impression de loyauté contrainte. « Voyez-vous, Hastings, » murmura Poirot. « La peur du scandale est un excellent serviteur. Elle nettoie les traces avant même qu'on les remarque. » Je compris alors que pour lui, le manoir tout entier venait de se transformer en scène d'interrogatoire silencieux. Le salon était vaste et lumineux, meublé avec cette élégance sobre propre aux demeures anciennes. Tout semblait à sa place, les coussins parfaitement gonflés, les rideaux tirés avec symétrie, la nappe sans un pli. Et pourtant, je perçus aussitôt ce désordre que seule l'exactitude excessive révèle. Poirot s'avança, le regard attentif. Il effleura le rebord d'un vase, puis la surface lisse d'une table. « Trop propre, » murmura-t-il. « Une pièce qui respire la vie n'est jamais ainsi. » Je ne vis d'abord rien d'étrange, jusqu'à ce qu'il me montre un détail minuscule. Un coussin légèrement déplacé, une trace fine sur le parquet, et une lampe qui n'était pas allumée dans la bonne direction. Ce n'est pas une femme de ménage zélée, Hastings, c'est un esprit inquiet. Il s'agenouilla, observa le sol près du canapé et ramassa une plume blanche, minuscule, qu'il examina longuement avant de la glisser dans son mouchoir. « Voilà qui est curieux, » fit-il pensivement. « Une plume de mouette à plusieurs kilomètres de la mer. » Et son regard pétilla, un instant, comme s'il venait de recevoir une confidence muette de la pièce elle-même. Dominant le salon, un grand cadre doré attirait immanquablement le regard. Mais il était vide. Le verre avait été retiré, le châssis nettoyé, et il ne restait qu'une empreinte plus claire sur le mur, rectangle d'absence au-dessus de la cheminée. Poirot s'immobilisa. « Tenez, Hastings, voici une omission qui crie plus fort que 1000 paroles. » Je m'approchai. « Peut-être l'ont-ils envoyé restaurer. »« Restaurer la mémoire, peut-être, » répondit-il. « Voyez, aucune trace de poussière sur le rebord. Ce retrait est récent. » Il fit le tour du cadre, puis se recula de quelques pas. C'était, je parierais, le portrait de Madame la baronne. Lenton a parlé d'elle sans la nommer, et voici qu'on efface son image. Quelle belle cohérence! Je demeurais frappé par cette remarque. Le vide du mur semblait peser davantage qu'un portrait accusateur. Poirot reprit son observation, son doigt suivant le contour invisible. « Vous savez, Hastings, les familles ont parfois cette délicatesse cruelle. Lorsqu'un membre déshonore la lignée, on le fait disparaître des murs. C'est une forme d'excommunication domestique. » Son ton était à la fois grave et indulgent. Puis il ajouta doucement, « Ce cadre, mon ami, est peut-être le seul témoin sincère de cette maison. » La gouvernante, Miss Fielding, fut introduite à notre demande. Une femme sèche, d'un âge incertain, mais dotée de ces yeux qui voient
tout sans jamais se tromper sur le danger. Poirot, avec sa courtoisie coutumière, l'invita à s'asseoir. « Mademoiselle, il ne s'agit pas d'enquête officielle, mais d'un simple désir de compréhension. » Elle hésita, tortillant son mouchoir. Il y avait des tensions, monsieur. Madame la baronne n'était pas heureuse, ici. Elle disait souvent que les murs l'étouffaient. Poirot hocha la tête. Et la veille de sa disparition, Miss Fielding soupira. J'ai entendu des voix, des ordres donnés à voix basse. Le comte semblait contrarié. Et ce matin-là, un courrier déchiré gisait dans la corbeille. Poirot nota ces mots sans les écrire, comme s'ils s'étaient gravés dans sa mémoire. « Vous avez bien fait de parler, » dit-il doucement. « La vérité, voyez-vous, ne fait pas de mal, tant qu'on la chuchote. » Elle baissa les yeux, et je crus déceler une forme de soulagement mêlé à la peur. Quand elle quitta la pièce, le silence reprit son empire. Poirot, pensif, observait la porte close, comme si elle venait de livrer plus de secrets qu'elle n'en avait conscience. Le comte de Ravancourt entra quelques instants plus tard. Grand, élégant, le visage noble mais las, il nous salua avec une politesse distante. Son accent portait encore l'écho des salons de Paris. Poirot entama la conversation avec une douceur calculée. « Votre femme, monsieur le comte, est partie sans prévenir ?»« Hélas, oui. Je crains qu'elle n'ait voulu se reposer, peut-être retrouver ses amis. » Poirot le regardait sans cligner. « Et vous n'avez pas jugé bon de prévenir la police ? La publicité m'est insupportable. Je préfère le silence à la honte. » Cette phrase tomba comme une pierre. Poirot inclina légèrement la tête, puis se leva. « Vous êtes un homme d'honneur, comte, mais parfois, l'honneur est le plus dangereux des mensonges. » Le comte pâlit, serra les poings. Sa voix trembla. « Vous ignorez ce que c'est que de protéger un nom. » Poirot sourit avec douceur. « Au contraire, monsieur, je sais trop bien ce que c'est que de le porter avec propreté. » Le silence s'installa de nouveau, lourd et persistant, entre ces deux hommes qui, chacun à leur manière, refusaient de céder un pouce de vérité. Lorsque nous prîmes congé, le brouillard s'était épaissi autour du manoir. Poirot, cependant, s'arrêta sur le perron et leva les yeux vers la fenêtre du salon. Le cadre vide y jetait une ombre pâle. « Ce que l'on retire, Hastings, » dit-il doucement, « parle souvent plus fort que ce que l'on laisse. » Je restai muet, surpris par la gravité de sa voix. Il ajouta alors, presque pour lui-même, « Il y a ici un chagrin qui se cache sous les tapis, et une vérité que l'on a soigneusement encadrée pour mieux l'effacer. » Puis, se tournant vers moi, il sourit avec cette malice tranquille que je connaissais bien. « Ce cadre vide, mon ami Hastings, a plus de valeur que le tableau qu'il contenait. » Ce matin-là, Londres semblait encore endormie sous un ciel d'un gris laiteux. Un souffle froid balayait la gare de Victoria, et les silhouettes pressées disparaissaient dans la vapeur blanche des locomotives. Poirot, emmitouflé dans son pardessus impeccable, avançait d'un pas mesuré, le regard vif malgré la brume. « Le train, Hastings, est un lieu admirable, » disait-il. « Il réunit le hasard et la logique, deux forces que j'aime observer quand elles s'ignorent. » Je souris, sans trop comprendre. Nous prîmes carte et place dans notre compartiment de première classe, et bientôt, le convoi s'ébranla dans un grondement rythmique. À travers la vitre, les toits de Londres se dissipèrent, avalés par la campagne hivernale. Poirot sortit sa montre, puis son carnet de cuir. Son regard glissait déjà d'un passager à l'autre, notant tout. Un chapeau trop neuf, une bague déplacée, un regard qui se détourne. « Ce voyage, Hastings, promet d'être instructif, » murmura-t-il.
Je le connaissais assez pour comprendre qu'il ne parlait pas du paysage. Peu après notre départ, le wagon se remplit d'une petite société disparate. En face de nous, prit place un homme trapu, moustachu, vêtu d'un manteau de velours sombre. Il se présenta aussitôt, dans un français coloré, « Monsieur Duval, bijoutier de Paris. »« Je voyage souvent, messieurs, » dit-il en riant. « Les affaires ne dorment jamais, pas même en hiver. » Un peu plus loin, une gouvernante d'âge mûr, au visage discret, tricotait avec une application presque douloureuse. Elle leva brièvement les yeux lorsque Poirot la salua, puis se replongea dans son ouvrage. Enfin, un jeune diplomate anglais, élégant et courtois à l'excès, entra au compartiment en s'excusant du dérangement. Son sourire poli semblait taillé sur mesure pour toutes les conversations mondaines. « Charmante société, n'est-ce pas ?» me souffla Poirot, ses moustaches frémissant d'intérêt. 3 voyageurs, 3 masques différents. Voilà qui me ravit. Je lui fis remarquer qu'il exagérait peut-être, mais il répondit calmement. Les visages, Hastings, sont comme les coffres forts. Chacun dissimule quelque chose, et je n'ai jamais résisté à la tentation d'en trouver la combinaison. Je compris que, pour lui, le voyage venait réellement de commencer. Installé face à la vitre, Poirot observait ses compagnons avec la concentration d'un joaillier examinant une pierre. Dehors, la campagne défilait, nue et grise, mais il n'y prêtait aucune attention. Le bijoutier, bavard, vantait ses réussites à Monte-Carlo et son goût pour les affaires de luxe. Cependant, ses doigts, nerveux, frottaient sans cesse la poche de son manteau, geste que Poirot nota d'un bref coup d'œil. La gouvernante, elle, paraissait étrangère à tout ce qui l'entourait. Mais lorsqu'un employé du train passa, elle cacha précipitamment une lettre entre les pages de son livre. Quant au jeune diplomate, il semblait s'amuser de la conversation. Il écoutait, souriait, parlait peu, mais chaque fois qu'il croisait le regard de Poirot, son sourire se figeait un peu trop longtemps. Je me penchai vers mon ami. Vous les observez comme s'ils portaient tous une pancarte. Pas du tout, Hastings. Ce sont eux qui écrivent leurs propres aveux à chaque mouvement. Regardez, les mensonges ne se trouvent pas dans les mots, mais dans la manière de respirer entre 2 phrases. Je compris qu'aucun de ces 3 voyageurs ne lui échapperait désormais. Au moment du thé, nous nous retrouvâmes au wagon-restaurant, ce temple mobile de la bienséance britannique. Les tasses tintaient, la vapeur montait des assiettes, et la conversation, d'abord légère, prit bientôt une tournure plus intéressante. Le bijoutier racontait une anecdote sur un collier volé, à Nice, sans remarquer que Poirot l'écoutait, avec la précision d'un greffier. « Ah, ces dames riches, dit-il en riant. Elles égarent leurs bijoux, comme d'autres perdent leurs mouchoirs. » La gouvernante, rougissante, intervint timidement. « C'est un métier bien risqué, monsieur. » Poirot lui lança un regard curieux. « Vous parlez en connaissance de cause, mademoiselle. » Elle balbutia, renversa une cuillère, puis se tut. Le diplomate, d'un ton enjoué, tenta de dissiper la gêne. « Les femmes, monsieur Poirot, aiment le mystère, n'est-ce pas? Et les hommes, répondit-il doucement, aiment qu'on le leur cache. » Un léger silence suivit. Je perçus dans ce silence quelque chose d'artificiel, comme un rideau qu'on tire trop vite. Plus tard, tandis que nous regagnions notre compartiment, Poirot me dit simplement « Il est remarquable, mon ami. Comme 3 personnes qui prétendent ne pas se connaître savent parfaitement parler d'une même femme sans la nommer. » Et je compris que la baronne de Ravancourt venait d'entrer dans le train, par leurs mots. La nuit tombait, lorsqu'un petit incident vint troubler la monotonie du trajet. Alors que le bijoutier fouillait dans sa poche pour en extraire une montre, un minuscule pendentif en or glissa
et roula à nos pieds. Poirot le ramassa aussitôt. Une charmante pièce. Elle semble ancienne. Peut-être un bijou de famille. Duval, le visage empourpré, se hâta de le reprendre. Rien d'important, monsieur. Un souvenir, voilà tout. Je crus l'affaire close, mais Poirot, pensif, murmura. Un souvenir, dites-vous? Étrange, car ce bijou porte des initiales gravées. Ah, oui, fit le bijoutier en riant nerveusement. Vieille fantaisie, une cliente capricieuse, sans doute. Poirot ne répondit rien. Ses yeux suivaient le bijou désormais dissimulé dans la poche. Les souvenirs, Hastings, dit-il à mi-voix, sont comme les mensonges. Ils ne mélonetenons, pèsent en rien, mais finissent toujours par tomber. Je sentis que ce simple pendentif venait de prendre, pour lui, la valeur d'une preuve invisible. La nuit s'installa sur la campagne française, et le rythme du train devint une respiration régulière. Les voyageurs dormaient, sauf Poirot. Son visage restait dans la demi-obscurité, calme mais tendu d'une attention silencieuse. Je crus qu'il s'était assoupi, mais il prit soudain son carnet, nota quelques mots, puis hocha la tête comme s'il confirmait une hypothèse. « Qu'écrivez-vous donc à cette heure » demandai-je, somnolent. « Un petit détail, Hastings. Il y a toujours un moment où les morceaux d'un puzzle, jusque-là inoffensifs, s'ajustent d'eux-mêmes. Je me tournai sur ma couchette. Et lequel de ces morceaux bouge ce soir ?» Il esquissa un sourire dans l'ombre. Celui que personne ne regarde. Je ne sus s'il parlait du bijoutier, de la gouvernante ou du diplomate. Mais cette phrase, chuchotée dans le bruit régulier des rails, fit naître en moi une inquiétude étrange, comme si le mystère, jusque-là lointain, venait de monter dans notre wagon. À l'aube, la lumière grise filtrait, à travers les rideaux. Alors que je rangeais nos bagages, Poirot s'arrêta soudain. Dans le couloir, une femme passait, le visage à demi dissimulé sous un chapeau de feutre. Leurs regards se croisèrent une seconde. Elle pâlit, hésita, puis disparut derrière la porte du compartiment voisin. Je voulus parler, mais Poirot posa un doigt sur ses lèvres. Ses yeux suivaient encore la porte close. « Vous l'avez reconnu » chuchotai-je. Il demeura pensif, puis répondit avec gravité. Ce que j'ai vu dans ses yeux, Hastings, n'était pas la peur, mais la reconnaissance. La lumière de Monte-Carlo avait cette netteté impitoyable qui rend toute chose plus belle et plus suspecte. Le soleil éclaboussait les façades blanches, les palmiers se balançaient nonchalamment dans la brise tiède, et la mer, d'un bleu aveuglant, paraissait rire de tout ce qui pouvait troubler les hommes. Poirot, coiffé d'un chapeau clair, observait ce décor avec une attention que d'autres auraient réservée à un tableau. « Voyez, Hastings, dit-il, tout ici est fait pour séduire, le ciel, les couleurs, même la politesse. Et plus une chose est charmante, plus elle ment. » Je souris, un peu amusé par son humeur sceptique. Pourtant, en franchissant le perron de l'hôtel des Pinces Bleues, je ressentis à mon tour une curieuse tension. Le hall était trop calme, les clients trop silencieux. Le directeur nous accueillit avec empressement, mais ses yeux glissèrent un instant sur la clé manquante du tableau des chambres. Poirot la remarqua aussi. « Un hôtel élégant », murmura-t-il, mais où l'on sent le parfum d'un secret mal refermé. Et déjà, je savais que cette impression fugace allait devenir pour lui une certitude méthodique. Le directeur, un homme, sec à la moustache cirée, s'excusait presque de respirer. Il nous fit visiter les lieux avec une servilité méticuleuse, parlant sans cesse pour éviter les silences. Mais dès que Poirot prononça le nom de la baronne de Ravincourt, un frémissement imperceptible parcourut son visage. « Ah, oui, madame la baronne. Une cliente distinguée, très discrète. » Sa voix s'éteignit.
Poirot, implacable, inclina légèrement la tête. « Disparu depuis 3 jours, n'est-ce pas ?» Le directeur tout sauta, évita son regard. Une absence prolongée, peut-être. Les dames du monde ont parfois des imprévus. Poirot acquiesça avec douceur. Sans doute, sans doute. Et cette absence, elle a laissé des traces? L'homme pâlit. Monsieur Poirot, nous tenons à préserver la réputation de nos hôtes. Justement, répondit Poirot en souriant. Rien ne protège mieux une réputation qu'une vérité bien éclairée. Un peu plus tard, la femme de chambre qui avait servi la baronne fut introduite. Ses mains tremblaient. À chaque question, elle répondait vite, trop vite. Et quand Poirot demanda « Qui est venu après votre service ?» Elle blêmit et baissa la tête, comme si le silence valait une confession. Nous montâmes au dernier étage, jusqu'à la suite qu'occupait la baronne. Le couloir sentait la cire et le linge propre. La porte s'ouvrit sans résistance. La clé pendait encore à l'intérieur. Tout, dans la pièce, semblait attendre un retour qui ne viendrait plus. Sur la coiffeuse, un chapeau à voilette reposait avec la précision d'un geste réfléchi. Une tasse de thé, à demi vide, gardait une auréole pâle sur la soucoupe. Le parfum flottait encore dans l'air, une senteur sucrée, étrangère, presque indiscrète. Poirot fit le tour de la chambre, effleurant les objets du bout des doigts. « Rien n'est dérangé, dit-il, et pourtant, tout est faux. » Je le regardai, surpris. Faux? Oui. Cette perfection, ce calme, c'est une mise en scène. Il examina le lit soigneusement refait, la valise ouverte, où manquaient quelques vêtements. Quelqu'un a voulu que l'on croie à un départ ordinaire. Mais le détail trahit toujours la pensée. Il désigna la tasse. Un thé bu à moitié. Cela n'appartient ni à la peur, ni à la fuite. Cela parle d'une interruption. Je frissonnais. Dans ce silence immaculé, il me sembla que la pièce retenait encore le souffle de celle qui s'y était assise pour la dernière fois. Poirot s'attarda près de la coiffeuse. Il prit le flacon de cristal et enleva délicatement le bouchon. Un sourire presque imperceptible effleura ses lèvres. Voilà, Hastings, un indice exquis. Ce parfum n'est pas celui de la baronne. Je restai perplexe. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que je l'ai senti, mon ami, à Londres, sur un autre visage, un autre tempérament. Ce n'est pas un parfum de femme mariée, mais de femme qui veut qu'on la remarque. Je demeurai sans voix. Il poursuivit. Les femmes ne changent pas de parfum par hasard. C'est un langage intime que seuls les hommes trop attentifs entendent. Et celui-ci, ah, c'est le parfum d'un mensonge. Il posa le flacon, l'air songeur. Une autre femme est entrée ici, peut-être avant la disparition, peut-être après. Mais elle a laissé cette trace, involontaire, mais irréfutable. Je regardais la pièce sous un angle nouveau. Ce flacon, si gracieux, devenait soudain une preuve silencieuse. Erreur fatale des émotions humaines, conclut Poirot doucement. On croit dissimuler, et l'on dépose une empreinte plus forte que des mots. Je compris alors que ce parfum invisible venait d'éclairer, pour lui, une vérité qu'il n'avait pas encore dite. Poirot ouvrait les tiroirs de la coiffeuse avec la minutie d'un horloger. Chaque geste semblait peser, chaque silence calculé. Puis, dans le dernier compartiment, il trouva une enveloppe inachevée, pliée avec soin. « Tiens donc, murmura-t-il. Voilà une lettre qui a préféré attendre. » Le papier portait quelques lignes nettes, d'une écriture élégante. « Mon ami, je n'ai plus le courage de... » La phrase s'interrompait brusquement, et, plus bas, un mot raturé apparaissait. « Vérité. » Je levai les yeux vers Poirot. « Une lettre d'adieu ?» Il secoua la tête. « Non, Hastings, c'est une lettre d'aveu.
Mais l'aveu de quoi? Voilà la question. Il plaça l'enveloppe sur la table, en observa les bords. Elle a été ouverte, puis replacée ici. Voyez le pli. Ce n'est pas la main de celle qui écrit, mais celle de celui qui lit. Un frisson me parcourut. Vous croyez que quelqu'un est venu après elle? Non, dit-il pensivement. Quelqu'un est venu pour elle. Et ses yeux brillaient de cette lueur familière, celle qui précède toujours, chez lui, la déduction implacable. Le soir venu, Poirot demanda à parler au veilleur de nuit. Un petit homme au visage tanné, vêtu d'un uniforme élimé, entra timidement. Ses mains, calleuses, s'agitaient comme s'il craignait d'avoir déjà trop parlé. « Vous étiez en service la nuit de la disparition ?» demanda Poirot d'un ton presque paternel. « Oui, monsieur, j'ai fait ma ronde comme d'habitude. » « Et rien d'étrange? Personne dans le couloir ?» Le veilleur hésita, mordilla sa lèvre. « Non, monsieur, enfin presque rien. J'ai cru voir une silhouette, un homme, je pense. » « Vous pensez ?» La lumière était faible. Il est entré dans la suite de la baronne, tard dans la nuit. Poirot s'inclina légèrement. Et il n'en est pas ressorti. Le veilleur détourna le regard. « Je n'en sais rien. J'ai préféré ne pas rester. » Poirot se leva, le remercia avec gravité. Lorsque l'homme quitta la pièce, je m'écriai « Vous le laissez partir ainsi, mon cher Hastings ?» répondit-il. « Un témoin qui ment par peur est plus utile qu'un bavard courageux. Il ne sait pas qu'il vient de me donner la clé d'une porte invisible. » Et il resta longtemps immobile, songeur, les doigts posés sur sa moustache impeccable. Le soir tombait sur Monte-Carlo. Du balcon de notre chambre, la mer s'étendait, calme et faussement pure. Les dernières lueurs du soleil coloraient les façades d'un or trompeur. Poirot s'appuya à la balustrade, le regard perdu dans le vide. « Voyez, Hastings, tout ici respire le luxe, la clarté, la perfection. Et pourtant, c'est dans ces lieux éclatants que se cachent les ombres les plus noires. » Je ne répondis pas. Depuis notre arrivée, j'avais senti peser sur lui une concentration silencieuse, une tension presque douloureuse. Il reprit d'une voix plus douce. « Une femme disparaît, un parfum étranger, une lettre inachevée, un témoin incertain. Tout semble dispersé, et pourtant tout s'accorde. » Puis, lentement, il se tourna vers moi. Son regard brillait de cette flamme calme, celle des vérités qu'il effleure sans les dire. « Et si la baronne n'avait jamais quitté cet hôtel, Hastings ?» Je frissonnai. Derrière nous, l'hôtel des Pins Bleus se dressait, silencieux comme une tombe, trop bien entretenue. Poirot avait installé son quartier d'enquête dans un petit salon privé de l'hôtel. La lumière de la fin d'après-midi s'y glissait en oblique, découpant les silhouettes comme sur une scène de théâtre. Il y avait dans l'air quelque chose de suspendu, de calculé, une attente presque solennelle. « Hastings, dit-il, aujourd'hui nous dirigeons un bal. Chaque invité dansera avec son mensonge préféré. » Je souris malgré moi. Il s'était assis derrière une table, son carnet ouvert, les moustaches soigneusement brossées. L'ordre des entretiens était établi avec la rigueur d'un horaire ferroviaire. Le comte d'abord, puis la femme de chambre, ensuite le bijoutier et enfin le diplomate. Chaque suspect fut introduit avec la politesse du directeur, et chacun entra comme un acteur qui redoute sa réplique. Poirot, courtois mais inflexible, observait la gestuelle, la respiration, les silences. Je compris qu'à ses yeux, ces conversations n'étaient non pas de simples échanges, mais des partitions. Il y cherchait les fausses notes. Lorsque le premier entretien prit fin, il referma doucement son carnet. « Vous voyez, Hastings, dit-il, il n'est point besoin de piéger les hommes, il suffit de leur offrir l'occasion de parler. Le mensonge, lui,
s'y glisse toujours comme un invité non annoncé. Et il fit signe d'appeler le suivant. Le comte de Ravancourt entra d'un pas mesuré. Son visage demeurait impassible, mais ses yeux, d'un bleu glacé, semblaient contenir toute la fatigue d'un orgueil blessé. Poirot l'accueillit avec un respect empreint d'ironie. « Monsieur le comte, je vous remercie de votre patience. Permettez que je vous pose quelques questions. » Pure formalité, bien entendu. « Je vous en prie, monsieur Poirot, » répondit-il avec hauteur. « J'espère que cette mascarade prendra bientôt fin. » Poirot esquissa un sourire. « Mascarade, c'est un mot intéressant, n'est-ce pas? Il évoque le déguisement, la prudence et parfois la peur. » Le comte redressa la tête. « Ma femme a disparu, monsieur, et je suis traité comme un criminel. »« Non, non, » protesta Poirot. « Comme un mari seulement. Et les maris, voyez-vous, sont souvent les témoins les moins fiables de la vérité sentimentale. » Un silence tendu suivit. Le comte jouait avec sa bague d'alliance, geste nerveux que Poirot nota d'un regard furtif. « Vous n'aviez donc eu aucune querelle ? » ?»« Aucune, » répondit-il trop vite. Poirot inclina légèrement la tête. « Ah, quelle harmonie admirable ! Pourtant, le silence conjugal, monsieur le comte, est parfois le plus bruyant des désaccords. » Le comte pâlit. Lorsqu'il quitta la pièce, Poirot resta pensif. « Voilà un homme, » dit-il doucement, « qui craint davantage le scandale que la perte. Et cela, Hastings, est un sentiment plus dangereux qu'il n'y paraît. » La femme de chambre entra timidement, froissant son tablier entre ses doigts. Son regard fuyait celui de Poirot, mais chaque mot qu'il prononça sembla l'attirer un peu plus dans son orbite. « Vous serviez madame la baronne, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, monsieur, depuis 6 mois. Elle était bonne avec moi. » Sa voix se brisa. Poirot lui offrit un sourire rassurant. « Vous n'avez rien à craindre, je cherche la vérité, pas les fautes. » Elle hocha la tête, hésita, puis murmura. « Ce soir-là, j'ai entendu des voix dans la suite, des voix étouffées, comme une dispute, mais brève. » Poirot se pencha légèrement. « Un homme ?» Elle ferma les yeux un instant. « Oui, mais je ne saurais dire qui. Le comte était rentré tard, mais il y avait quelqu'un avant lui. » Poirot demeura silencieux quelques secondes, puis demanda. « Et après cela ?» Le lendemain, le tiroir du secrétaire était entr'ouvert. J'ai cru y voir un papier déchiré, puis tout avait disparu. Il remercia la jeune femme d'un ton apaisant. Lorsqu'elle sortit, il croisa mes yeux étonnés. « Mon cher Hastings, » dit-il doucement, « les domestiques ont cette vertu que les nobles ignorent. Ils se souviennent toujours de ce qu'ils n'auraient pas dû remarquer. » Le bijoutier Duval nous attendait dans le hall de l'hôtel, une serviette à la main et le visage soucieux d'un homme qui a trop à cacher pour paraître à l'aise. À notre approche, il s'inclina avec un sourire qu'il voulait spirituel. « Ah, monsieur Poirot, je me doutais que vous voudriez m'interroger. Une simple formalité, bien sûr. » Poirot l'invita à s'asseoir. « Naturellement. Parlons un peu de vos affaires, monsieur Duval. On dit qu'elles ont souffert dernièrement. » Le bijoutier éclata d'un rire sec. « Souffert ? Ma foi, la clientèle capricieuse, les temps changeants, rien d'inhabituel. » Mais son rire s'éteignit trop vite. Ses doigts tambourinaient sur la table. Poirot suivit ce rythme du regard, puis demanda tranquillement. « Et la baronne de Ravancourt ? Une bonne cliente, n'est-ce pas ?» Duval se raidit. « Une dame charmante. Elle m'avait commandé un collier, mais l'affaire n'a pas abouti. » Poirot inclina la tête. « Intéressant. Et pourtant, plusieurs témoins affirment avoir vu la baronne porter un collier somptueux la veille de sa disparition. » Le bijoutier blêmit, puis sourit d'un air forcé.
Les dames et monsieur ont plus d'un bijou. Poirot referma son carnet. Et certains valent plus par ce qu'ils cachent que par les pierres qu'ils montrent, murmura-t-il. Le bijoutier détourna les yeux. Son éclat professionnel venait de se ternir d'un soupçon qu'il ne pouvait plus effacer. Le diplomate entra comme on entre dans un salon mondain, avec le sourire. Son costume impeccable, son port assuré, tout respirait la légèreté. Il salua Poirot avec chaleur. « Monsieur Poirot, je suis ravi de vous rencontrer enfin. Vous faites un travail admirable, si je puis être d'une quelconque utilité. »« Je n'en doute pas, » répondit Poirot avec politesse. « Peut-être pourriez-vous me dire ce que vous saviez de la baronne de Ravancourt. » Le diplomate esquissa un geste évasif. « Une femme remarquable, mais fort distante. Nous nous sommes croisés lors de réceptions. C'est tout. » Poirot le fixait calmement. « Vraiment ? Et pourtant, vous avez quitté la salle de bal de l'hôtel, 20 minutes après elle, la nuit de sa disparition. » Un léger trouble passa dans les yeux du jeune homme. « Pure coïncidence, j'ai simplement pris l'air. » Poirot ne répondit pas. Il le regarda longuement, puis dit d'un ton presque bienveillant. « Il est des airs qu'on prend quand l'atmosphère devient irrespirable, monsieur. Surtout quand le cœur brûle et qu'on doit le dissimuler sous un sourire. » Le diplomate se leva, le visage figé dans une courtoisie douloureuse. Quand il fut parti, Poirot murmura. « Un homme qui ment par amour, Hastings, est toujours plus sincère qu'il ne le croit. » Plus tard, dans la soirée, Poirot demanda au directeur de l'hôtel les registres et inventaires concernant les effets personnels de la baronne. Nous nous installâmes dans le bureau administratif, encombré de papiers et d'odeurs de cire. Poirot lut, relut, et resta silencieux un long moment. Ses yeux brillaient d'une satisfaction contenue. « Hastings, dit-il enfin, voyez-vous ce qui manque ici ? Le collier, sans doute. Non, ce qui manque, c'est la mention du collier. » Je fronçai les sourcils. « Vous voulez dire qu'il n'a pas été déclaré volé ? » « Exactement. Et cela, mon ami, est d'une éloquence prodigieuse. » Il tapota la page du registre du bout de l'ongle. Si le collier avait disparu contre la volonté de la baronne, son absence aurait été signalée. Or, elle ne l'a pas fait. Donc, ou bien elle l'a vendu, ou bien elle l'a donné. Je demeurai pensif. À qui, selon vous ? Il sourit. À quelqu'un qu'elle voulait protéger ou accuser. Ce genre de bijou ne change pas de coût simplement pour briller davantage. Puis, refermant le registre, il ajouta à voix basse. « Ce silence, Hastings, vos confessions. On ne tait que ce qui brûle trop près du cœur. » Le soir tombait sur la Riviera. Depuis la terrasse, la mer se teintait d'or et de cuivre, et les palmiers, immobiles, semblaient écouter le murmure des conversations étouffées. Poirot demeurait pensif, les mains croisées derrière le dos. Je le connaissais assez pour deviner que dans son esprit, les fils de l'affaire commençaient à s'entrelacer. « Voyez, Hastings, dit-il soudain, comme tout paraît simple sous cette lumière. La beauté ici est une illusion constante, entretenue pour cacher les fissures. Les hommes et les femmes que nous avons vus aujourd'hui ne diffèrent guère du paysage. Ils se parent d'éclat pour masquer la ruine. » Je gardai le silence. Le vent marin apportait une odeur de sel et de fleurs fanées. L'argent, le scandale, le mensonge. Tous ces mobiles sont commodes, reprit-il. Mais il en est un que l'on oublie toujours, celui du cœur blessé. Il se tourna vers moi, son regard doux mais grave. Quand un cœur se brise, mon ami, il ne laisse pas toujours des éclats visibles. Je ne répondis pas. Sous la lumière mourante, son visage avait pris cette expression que je redoutais et admirais à la fois.
celle du détective qui vient de pressentir une vérité que le monde, lui, refuse encore d'admettre. Le bijoutier Duval nous attendait dans le hall de l'hôtel, une serviette à la main et le visage soucieux d'un homme qui a trop à cacher pour paraître à l'aise. À notre approche, il s'inclina avec un sourire qu'il voulait spirituel. « Ah, monsieur Poirot, je me doutais que vous voudriez m'interroger. Une simple formalité, bien sûr ?» Poirot l'invita à s'asseoir. « Naturellement. Parlons un peu de vos affaires, monsieur Duval. On dit qu'elles ont souffert dernièrement ?» Le bijoutier éclata d'un rire sec. « Souffert ? Ma foi, la clientèle capricieuse, les temps changeants. Rien d'inhabituel. » Mais son rire s'éteignit trop vite. Ses doigts tambourinaient sur la table. Poirot suivit ce rythme du regard, puis demanda tranquillement. « Et la baronne de Ravancourt, une bonne cliente, n'est-ce pas ?» Duval se raidit. « Une dame charmante. Elle m'avait commandé un collier, mais l'affaire n'a pas abouti. » Poirot inclina la tête. « Intéressant. Et pourtant, plusieurs témoins affirment avoir vu la baronne porter un collier somptueux la veille de sa disparition. » Le bijoutier blêmit, puis sourit d'un air forcé. « Les dames, monsieur, ont plus d'un bijou. » Poirot referma son carnet. « Et certains valent plus par ce qu'ils cachent que par les pierres qu'ils montrent, » murmura-t-il. Le bijoutier détourna les yeux. Son éclat professionnel venait de se ternir d'un soupçon qu'il ne pouvait plus effacer. Le diplomate entra comme on entre dans un salon mondain, avec le sourire. Son costume impeccable, son port assuré, tout respirait la légèreté. Il salua Poirot avec chaleur. « Monsieur Poirot, je suis ravi de vous rencontrer enfin. Vous faites un travail admirable. Si je puis être d'une quelconque utilité. »« Je n'en doute pas, » répondit Poirot avec politesse. « Peut-être pourriez-vous me dire ce que vous saviez de la baronne de Ravancourt ?» Le diplomate esquissa un geste évasif. « Une femme remarquable, mais fort distante. Nous nous sommes croisés lors de réceptions. C'est tout. » Poirot le fixait calmement. « Vraiment ? Et pourtant, vous avez quitté la salle de bal de l'hôtel 20 minutes après elle, la nuit de sa disparition. » Un léger trouble passa dans les yeux du jeune homme. « Pure coïncidence. J'ai simplement pris l'air. » Poirot ne répondit pas. Il le regarda longuement, puis dit d'un ton presque bienveillant. « Il est des airs qu'on prend quand l'atmosphère devient irrespirable, monsieur. Surtout quand le cœur brûle et qu'on doit le dissimuler sous un sourire. » Le diplomate se leva, le visage figé dans une courtoisie douloureuse. Quand il fut parti, Poirot murmura. « Un homme qui ment par amour, Hastings, est toujours plus sincère qu'il ne le croit. » Plus tard dans la soirée, Poirot demanda au directeur de l'hôtel les registres et inventaires concernant les effets personnels de la baronne. Nous nous installâmes dans le bureau administratif, encombré de papiers et d'odeurs de cire. Poirot lut, relut, et resta silencieux un long moment. Ses yeux brillaient d'une satisfaction contenue. « Hastings, dit-il enfin, voyez-vous ce qui manque ici ? Le collier, sans doute. Non. Ce qui manque, c'est la mention du collier. » Je fronçai les sourcils. « Vous voulez dire qu'il n'a pas été déclaré volé ? » « Exactement. Et cela, mon ami, est d'une éloquence prodigieuse. » Il tapota la page du registre du bout de l'ongle. Si le collier avait disparu contre la volonté de la baronne, son absence aurait été signalée. Or, elle ne l'a pas fait. Donc, ou bien elle l'a vendu, ou bien elle l'a donné. Je demeurai pensif. À qui, selon vous ? Il sourit. À quelqu'un qu'elle voulait protéger ou accuser. Ce genre de bijou ne change pas de coût simplement pour briller davantage. Puis, refermant le registre, il ajouta à voix basse
Ce silence, Hastings, vos confessions. On ne tait que ce qui brûle trop près du cœur. Le soir tombait sur la Riviera. Depuis la terrasse, la mer se teintait d'or et de cuivre, et les palmiers, immobiles, semblaient écouter le murmure des conversations étouffées. Poirot demeurait pensif, les mains croisées derrière le dos. Je le connaissais assez pour deviner que, dans son esprit, les fils de l'affaire commençaient à s'entrelacer. « Voyez, Hastings, dit-il soudain, comme tout paraît simple sous cette lumière. La beauté ici est une illusion constante, entretenue pour cacher les fissures. Les hommes et les femmes que nous avons vus aujourd'hui ne diffèrent guère du paysage. Ils se parlent d'éclat pour masquer la ruine. Je gardais le silence. Le vent marin apportait une odeur de sel et de fleurs fanées. L'argent, le scandale, le mensonge, tous ces mobiles sont commodes, reprit-il. Mais il en est un que l'on oublie toujours, celui du cœur blessé. Il se tourna vers moi, son regard doux mais grave. Quand un cœur se brise, mon ami, il ne laisse pas toujours des éclats visibles. Je ne répondis pas. Sous la lumière mourante, son visage avait pris cette expression que je redoutais et admirais à la fois. Celle du détective qui vient de pressentir une vérité que le monde, lui, refuse encore d'admettre. Londres nous accueillit sous un voile de brume pâle, cette atmosphère grise qui semble faite pour abriter les secrets et les pensées trop lourdes. Tandis que le taxi nous menait de la gare à Whitehaven Mansion, Poirot demeurait silencieux, les bras croisés, le regard fixé sur la pluie fine qui perlait aux vitres. Je tentais d'engager la conversation sur Monte-Carlo, sur le soleil, sur la mer, mais il répondit distraitement, comme si la distance n'avait pas encore effacé ce qu'il y avait vu. « Hastings, dit-il enfin, les lieux changent, mais les mensonges, eux, ont toujours la même odeur. » Je haussai les épaules. « Vous croyez donc toujours que la baronne n'a pas disparu ? Je crois, mon ami, que personne ne disparaît sans laisser derrière soi un vide calculé. » Il retomba dans le silence. Le moteur ronronnait doucement, et je me surpris à observer son profil net et calme. Sous cette immobilité, pourtant, je sentais fermenter une hypothèse, encore imprécise, mais prête à éclore. De retour à l'appartement, Poirot s'installa devant le bureau et étala les photographies prises au manoir de Ravancourt. Il les aligna soigneusement, comme s'il reconstituait un plan de bataille. « Regardez bien, Hastings, » dit-il sans lever les yeux. « Que voyez-vous ici ?» Je m'approchai. Le salon, la cheminée, les fauteuils et ce fameux cadre vide. « Justement, » fit-il doucement, « le seul objet que l'on ait retiré, c'est celui qui rappelait un visage. Et les Anglais, croyez-moi, ne retirent jamais un portrait familial sans raison grave. » Il prit la loupe, examina la bordure du cadre. « Remarquez l'empreinte du temps, elle est récente. Et pourtant, ce portrait datait de plusieurs années. Pourquoi l'ôter maintenant ?» Je restai pensif. Peut-être le comte ne voulait-il plus la voir. Poirot eut un petit rire discret. Ou peut-être craignait-il que quelqu'un d'autre la voie. Il posa la photographie, croisa les doigts. « Hastings, le véritable mystère n'est pas dans la disparition de la baronne. Il est dans l'effacement de son image. » Et ce mot resta suspendu entre nous, lourd comme une certitude à demi formulée. Le lendemain, nous partîmes tôt pour la City. Poirot m'avait annoncé qu'il voulait interroger le passé, formule qui ne me rassurait guère. Les souvenirs de Londres sont souvent plus poussiéreux que les crimes eux-mêmes. Dans un bureau administratif, froid et impersonnel, il demanda à consulter des registres anciens relatifs à certaines transactions bancaires françaises. Le commis, étonné, obtempéra devant ses manières irréprochables. Les heures passèrent lentement.
rythmée par le froissement des papiers et les soupirs des pendules. Poirot tournait les pages d'un grand registre jauni, son regard brillant d'une concentration implacable. Soudain, il s'arrêta. « Ah, mon cher Hastings, écoutez ceci. Élodie Marchand, employée de banque, disparue après un détournement de fonds commis en 1913, jamais retrouvée. » Il referma doucement le volume. Le nom est français, les faits sont anciens, mais l'élégance du scandale demeure. Je fronçai les sourcils. « Vous pensez qu'il y a un lien avec notre affaire ?»« Je n'en pense rien encore, dit-il, mais je sens. Et vous savez que mes petites cellules grises, quand elles sentent, ne se trompent guère. » Il demanda à consulter d'autres dossiers, puis sortit, son visage rayonnant d'une satisfaction calme. « Nous venons de réveiller un fantôme, Hastings, et ce fantôme porte peut-être un titre de noblesse. » Quelques heures plus tard, dans un vieux dossier judiciaire prêté par le greffier, Poirot découvrit une photographie en noir et blanc épinglée à une déposition jaunie. Il la contempla longuement, sans mot dire. Je m'approchai, curieux. « Une femme jeune, très belle, remarquai-je. »« Oui, dit-il lentement, très belle et très prudente. » Je me penchai davantage, puis je compris. Poirot, c'est elle, la baronne. Il hocha la tête avec gravité. Non, Hastings, c'est Élodie Marchand. Mais les visages, parfois, survivent au nom. Je pris la photographie entre mes doigts. L'expression du regard, le port de tête, tout concordait. Mais ici, le visage n'avait pas encore cette froideur aristocratique. C'était une beauté nerveuse, presque inquiète. Poirot rangea le cliché avec soin. Ainsi donc, la baronne de Ravancourt a commencé sa vie non pas dans les salons de Paris, mais dans les comptoirs d'une banque. Et comme tout être avisé, elle a su transformer une faute en destin. Je demeurai silencieux. Il ajouta doucement. Le portrait manquant n'a pas été retiré pour cacher une épouse infidèle, mais pour dissimuler une identité volée. L'après-midi même, Poirot téléphona à un notaire parisien dont le nom figurait dans le dossier. Je restai près de lui, écoutant à demi les phrases polies qu'il échangeait en français. Sa voix demeurait calme, mais je percevais cette tension subtile qu'il avait chaque fois qu'il s'approchait de la vérité. Lorsqu'il raccrocha, il demeura pensif quelques secondes avant de me dire « Ce brave homme a bonne mémoire. Il se souvient d'une cliente nommée Élodie Marchand, une femme d'une grande élégance, venue régler une succession mineure. Peu après, elle aurait quitté Paris pour la Suisse. Puis, selon la rumeur, se serait mariée à l'étranger sous un autre nom. Et personne ne l'a jamais retrouvée? Non, parce qu'elle n'avait pas disparu, Hastings. Elle avait recommencé à exister. Je restais frappé par la douceur de cette phrase. Poirot se pencha vers moi. Voyez-vous, le crime parfait n'est pas celui qu'on dissimule, mais celui qu'on transforme en respectabilité. Et il referma le dossier d'un geste lent, presque respectueux, comme on ferme la porte d'une tombe. Le soir venu, Poirot reprit place dans son fauteuil préféré. Le feu crépitait doucement, projetant des reflets d'or sur les murs. Il sortit son carnet, l'ouvrit, puis y traça quelques mots nets et précis. « Tout s'emboîte, Hastings, » dit-il d'un ton paisible. « Écoutez. » Il leva un doigt pour égrener sa logique. D'abord, une femme ruinée, disparue après un scandale à Paris. Ensuite, une baronne riche et respectée, mariée à un homme qui ignore tout de son passé. Puis, une disparition, soigneusement arrangée, pour préserver ce mari du déshonneur. Je hochai la tête, fasciné. Mais pourquoi disparaître encore, après tant d'années? Parce que, mon ami, les fautes anciennes ne meurent jamais. Un témoin, un complice, peut ressurgir.
Et alors, la peur redevient jeune. Il ferma le carnet. La baronne n'a pas fui la colère de son mari, mais le retour de son passé. Ce portrait manquant, c'était la première fissure dans son armure. Je compris qu'il voyait déjà l'ensemble du drame comme un tableau terminé. Chaque mensonge, Hastings, finit par ressembler à la vérité qu'il remplace. Mais il suffit d'un détail, un parfum, un cadre vide, pour que tout s'écroule. Le feu s'éteignait peu à peu. Poirot demeurait immobile, les yeux dans la flamme mourante. Je n'osais rompre le silence. Tout, dans la pièce, semblait suspendu à une conclusion qu'il hésitait encore à prononcer. Enfin, il leva lentement la tête. « Hastings, dit-il d'une voix presque douce, la baronne de Ravencourt n'a jamais existé. Je restais muet. Elle s'est créée de toutes pièces, poursuivit-il. Une identité neuve pour recouvrir une faute ancienne. Elle n'a pas fui le danger. Elle a fui son propre passé. » Puis, comme s'il s'adressait à lui-même, il ajouta « Il est des mensonges si habilement tissés qu'ils deviennent des vies entières. Mais il suffit d'un regard ou d'un portrait vide pour que la trame se défasse. » Et il retomba dans le silence, songeur, comme s'il écoutait encore l'écho du nom qui n'était plus. Lorsque nous revînmes au manoir de Ravencourt, le comte nous attendait dans son cabinet de travail. Le jour déclinait lentement, à travers les rideaux de velours, et une odeur âcre de tabac froid flottait dans l'air. Il se leva pour nous accueillir, raide, impeccable, mais d'une politesse si étudiée qu'elle en paraissait douloureuse. « Messieurs, dit-il en nous tendant la main, j'avoue être surpris de votre visite. Vous prétendez avoir des nouvelles de ma femme. » Sa voix ne trembla pas, mais ses doigts, eux, trahirent une agitation qu'il tenta aussitôt de dissimuler en allumant une cigarette. Poirot le remercia avec une courtoisie exquise et prit place sans se presser. Il observa un instant la pièce, puis déclara doucement « Je crois, monsieur le comte, que la vérité se trouve encore ici, entre ces murs, et non pas à Monte-Carlo. » Un éclair de défi passa dans le regard de notre hôte. « Vous parlez de vérité, monsieur Poirot. Il en est tant de sortes. » Poirot sourit légèrement. « Justement, répondit-il, c'est pour cela que je me permets d'en chercher une seule, celle qui ne dépend d'aucun titre, d'aucune convenance. » Le comte détourna le regard, comme si ce mot avait heurté quelque chose de fragile en lui. Il est des hommes qui se retranchent derrière la politesse, comme d'autres derrière un rempart de pierre. Le comte appartenait à cette espèce. Ses mots étaient un choisi, sa voix calme, mais chaque phrase semblait polie, à la lime d'une peur ancienne. « Vous comprenez, monsieur Poirot, ma femme était sensible. Sa disparition, si regrettable qu'elle soit, ne m'étonne pas. Certaines femmes supportent mal le poids d'un nom illustre. » Poirot hocha lentement la tête. « Ou le poids d'un secret, peut-être. » Le comte eut un bref sursaut, mais se reprit aussitôt. « Vous aimez les paradoxes, monsieur ? » Non, les faits. Et les faits, eux, ne se parlent pas de courtoisie. Un silence s'installa. Poirot, penché légèrement en avant, observait son interlocuteur avec une bienveillance presque affectueuse. Je compris alors qu'il l'étudiait comme un médecin examine un patient récalcitrant. « Vous me semblez bien sûr de vous, » reprit enfin le comte. « Je ne suis sûr de rien, » répondit Poirot, « mais je me méfie toujours de l'élégance lorsqu'elle cherche à étouffer la vérité. Elle sent trop souvent la peur. » Le comte détourna les yeux. Sa cigarette se consuma jusqu'au filtre sans qu'il s'en aperçoive. Poirot demanda alors, d'un ton calme, à voir la lettre que la baronne avait laissée avant de disparaître.
Le comte hésita un instant, puis sortit d'un tiroir un feuillet soigneusement plié. « La voici, dit-il, son dernier mot. » Poirot la prit avec précaution, comme on manipule un objet sacré. Il la lut lentement, les sourcils froncés. « Je pars, écrit-elle, pour épargner à votre nom le poids de mon passé. Pardonnez-moi et oubliez. » Je remarquai que Poirot s'attardait sur la signature absente. Il posa la lettre sur la table et la fit pivoter d'un geste du doigt. « Curieux, n'est-ce pas ? » « Que voulez-vous dire ?» demanda le comte, sur la défensive. « Cette écriture, monsieur, elle imite parfaitement celle de la baronne, mais elle n'est pas la sienne. Voyez la courbe du P, le tracé du R. Ce sont des gestes d'homme. » Le comte blêmit, imperceptiblement. « Vous insinuez que... » « J'insinue seulement qu'il existe des lettres que les morts ne signent pas, et d'autres que les vivants préfèrent rédiger à leur place. » Un silence lourd suivit. Le comte serra la mâchoire, puis reprit d'une voix basse. « Vous êtes perspicace, monsieur Poirot. Mais parfois, les apparences valent mieux que les vérités. Elles évitent le scandale. » Poirot referma doucement la lettre. Et c'est souvent là que naît le véritable drame. Le ton du comte changea imperceptiblement. Sa froideur polie se fissura, et une fatigue morne s'installa sur ses traits. « Oui, dit-il enfin, j'ai découvert qui elle était. Cela remonte à plusieurs mois. Une indiscrétion, un mot chuchoté. J'ai voulu vérifier, et j'ai trouvé. » Poirot resta immobile, attentif. « Je n'ai rien dit, poursuivit-il. À quoi bon? Le scandale, la honte, la presse. Non, j'ai préféré le silence. »« Par amour ?» demanda Poirot. Le comte eut un sourire amer. « Par prudence. L'amour ne résiste pas à la dérision publique. Et je ne voulais pas qu'on voie en moi l'époux d'une voleuse. » Je sentis la gêne me gagner. Poirot, lui, ne bougea pas. « Ainsi, vous avez choisi de ne rien dire, tout en sachant ? » ?»« Oui, je croyais qu'elle comprendrait, mais elle a choisi la fuite. » Poirot acquiesça lentement. « Les secrets, monsieur le comte, se nourrissent du silence. Vous avez voulu protéger votre nom, et c'est votre nom qui l'a détruite. » Le comte baissa la tête, abattu. Dans le calme de la pièce, on entendait le tic-tac régulier d'une horloge, un rappel cruel de tout ce qu'il n'avait pas su arrêter à temps. Le comte s'était levé. Il se tenait près de la fenêtre, les épaules tendues, le regard perdu vers les jardins noyés de brouillard. « Vous ne pouvez pas comprendre, » dit-il soudain. « Toute ma vie, j'ai vécu sous le regard des autres. Le nom des Ravancourt, monsieur Poirot, ne se tâche pas sans conséquence. Un murmure, une rumeur, et tout s'écroule. » « Et pourtant, » répondit Poirot doucement, « ce n'est pas une rumeur qui a détruit votre foyer, mais la peur de la rumeur. » Le comte eut un rire bref, désespéré. « Vous avez raison, j'ai préféré la dignité à la vérité, et je l'ai perdue toutes deux. » Poirot le regardait avec une compassion silencieuse. « Elle vous aurait peut-être pardonné si vous l'aviez affrontée. »« Peut-être, » admit-il, « mais j'ai choisi de sauver la façade. On m'a appris à ne jamais avouer, jamais sentir, jamais fléchir. » Il se tourna vers nous, la voix rauque. « Vous savez ce qui est le plus cruel, monsieur Poirot? Ce n'est pas qu'elle m'ait menti. C'est qu'elle ait cru que je n'étais pas digne de la vérité. » Poirot baissa la tête. Il ne répondit rien. La phrase contenait déjà sa propre condamnation. Poirot se leva lentement. Son regard avait perdu toute sévérité. Il parla d'une voix posée, presque douce. « Monsieur le comte, vous n'avez commis aucun crime au sens de la loi, mais il est des fautes que la justice des hommes ignore et que la conscience, elle, ne pardonne pas. » Le comte serra les poings. Poirot poursuivit. « Vous avez laissé votre femme seule face à son passé, alors qu'un mot,
Une main tendue aurait trop pu la sauver. Ce que vous appelez prudence, moi, je l'appelle abandon. Le comte détourna le regard. Vous êtes bien sévère, monsieur Poirot. Non, réaliste. Voyez-vous, il existe des crimes de silence, de respectabilité, de peur. Ils ne font couler ni sang ni larmes visibles, mais ils brisent les âmes plus sûrement qu'un meurtre. Le comte ne répondit pas. Il fixait le feu, qui se mourait dans l'âtre. Poirot remit lentement son chapeau. Vous avez voulu préserver un nom, monsieur le comte, mais un nom sans amour n'est qu'une coquille vide, et parfois, les coquilles vides font plus de bruit que les cœurs battants. Puis, se tournant vers moi, « Allons, Hastings, notre tâche ici est terminée. » Nous quittâmes la demeure dans le silence. Le vent d'automne faisait ployer les arbres, et la brume s'épaississait sur les grilles du parc. Poirot marchait lentement, le chapeau à la main, les moustaches légèrement abaissées. Je sentais, à la gravité de son pas, que cette affaire l'avait touché plus qu'il ne voulait l'admettre. « Vous êtes ému, Poirot ?» dis-je à mi-voix. Il me jeta un regard tranquille. « Non, mon ami. » Réfléchis. Il y a des crimes, Hastings, que l'on commet sans même toucher à la vie d'autrui. Je restais silencieux. Poirot remit son chapeau, et son regard se perdit dans la brume. Ce sont les crimes que la société applaudit parfois, parce qu'ils portent le masque de la vertu. Et nous poursuivîmes notre marche, chacun plongé dans le poids de cette vérité qu'aucun tribunal n'aurait su juger. 2 jours à peine, après notre entretien avec le comte de Ravancourt, Poirot reçut une lettre brève écrite sur un papier jauni. Il la lut sans un mot, puis me la tendit, les moustaches légèrement frémissantes. « Un renseignement anodin, Hastings, » murmura-t-il. « Mais parfois, c'est dans les détails les plus ternes que brille la vérité. » La note provenait d'un certain inspecteur Durand, de la police parisienne. On y signalait qu'une femme, répondant à la description exacte de la baronne, avait été vue dans un petit café du quartier de la Madeleine. Elle se faisait appeler Madame Lenoir et vivait seule, dans une discrétion presque étudiée. « Un nom d'emprunt, » dit Poirot, en hochant la tête. « Le plus banal cache souvent la plus grande peur. Je m'étonnais de sa promptitude à préparer son départ. Vous croyez vraiment qu'il s'agit d'elle ? » « Mon cher ami, » répondit-il avec un éclat d'œil malicieux, « lorsqu'un fantôme choisit de reparaître, il ne le fait jamais par hasard. Il revient pour régler une dette, et tandis que le train pour Paris s'ébranlait, je compris à ce ton feutré que, pour Poirot, le mystère n'était plus une affaire de disparition, mais de réapparition, infiniment plus troublante. Le café en question se trouvait dans une rue tranquille, à 2 pas d'un fleuriste et d'une librairie ancienne. L'endroit exhalait un parfum de tabac blond et de café noir, cette senteur à la fois familière et mélancolique des matinées parisiennes. Poirot entra le premier. Il salua le garçon d'un signe de tête et, d'un œil prompt, parcourut la salle. « Là-bas, Hastings, la 3e table près de la fenêtre. » Je suivis son regard. Une femme y était assise, vêtue simplement, mais avec une élégance instinctive que ni le temps ni la peur ne pouvaient altérer. Son chapeau à voilette dissimulait partiellement son visage, mais je reconnus aussitôt le port de tête altier, ce mélange de fierté et de lassitude que j'avais remarqué sur le portrait disparu. Elle tenait une tasse entre ses mains, sans boire, comme si la chaleur du liquide était son seul lien au monde réel. Poirot m'effleura le bras. « Laissez-moi parler d'abord. Il y a des vérités, mon ami, qui exigent la politesse d'un murmure. » Il s'avança d'un pas mesuré. La femme leva les yeux, et dans ce bref mouvement, je crus voir passer tout le poids d'une vie cachée. « Madame Lenoir ?» demanda Poirot d'une voix douce.
La femme tressaillit, puis, lentement, abaissa sa tasse. « Ce nom n'appartient à personne, monsieur. Qui êtes-vous » ? « Un homme qui cherche la vérité, et qui la trouve parfois trop tard, » répondit Poirot. Elle le fixa longuement, puis un léger sourire, triste, effleura ses lèvres. « Vous êtes Hercule Poirot ? Et vous ?» dit-il en s'inclinant. « Vous êtes la baronne de Ravancourt. » Elle détourna le regard. Un souffle lui échappa. Ce nom aussi appartient au passé. Les noms changent, madame, mais les fautes demeurent fidèles. Un silence se fit. Le bruit des tasses, les rires lointains, tout semblait s'effacer autour d'eux. Je sentis chez Poirot une douceur inhabituelle, presque fraternelle. « Vous ne craignez plus la justice, dit-il, mais le souvenir. Et pourtant, la vérité n'est pas toujours un châtiment. » Elle releva la tête. Dans ses yeux se mêlèrent la fatigue et la résignation. « Alors, laissez-moi vous dire la mienne, monsieur Poirot. Peut-être y trouverez-vous la paix que moi, je n'ai jamais su garder. » Elle parla d'une voix égale, sans larmes ni colère, comme si chaque mot avait déjà été prononcé 1000 fois dans le secret de ses nuits. Je m'appelais Élodie Marchand. J'étais employé de banque à Paris. J'aimais un homme, un associé, ambitieux et sans scrupules. J'ai falsifié des comptes pour lui. Lorsqu'il a disparu, j'ai tout pris sur moi. On a parlé de fuite, de détournement, de honte. Alors j'ai fui pour de bon. Poirot écoutait, impassible, les mains croisées devant lui. En Suisse, j'ai rencontré le comte de Ravancourt. Il m'a aimé pour ce que je paraissais être, une femme sans passé. J'ai voulu croire qu'en changeant de nom, on pouvait changer d'âme. Elle sourit d'un sourire las. Mais les fantômes suivent toujours. J'ai reçu une lettre de mon ancien complice. Il menaçait de tout révéler. Alors j'ai choisi de disparaître avant que le scandale n'éclate. « Et la lettre laissée au comte ?» demanda Poirot. Ce n'était pas ma main. Il a préféré croire à mon suicide social plutôt qu'à ma vérité. Poirot demeura silencieux. « Je n'ai jamais cherché à le revoir, » conclut-elle. « Je voulais qu'il garde de moi l'image d'une femme digne. Peut-être est-ce encore une forme d'amour ?» Poirot inclina la tête. « Ou de sacrifice, madame, car certaines vérités, en éclatant, n'éclairent rien. Elles brûlent. » Un long moment passa avant qu'elle ne reprenne la parole. Sa main tremblait légèrement, mais sa voix, lorsqu'elle s'éleva, demeura étrangement calme. « J'ai compris, » dit-elle, « qu'il n'y avait qu'une seule manière de réparer ce que j'avais fait, disparaître. Si j'étais resté, la honte l'aurait atteint à son tour. Il m'avait offert son nom, et ce nom, je l'avais souillé avant même de le porter. » Poirot demeurait immobile, attentif, presque compatissant. « Il ne m'aurait pas pardonné, » continua-t-elle, « pas parce qu'il m'aimait trop, mais parce qu'il aimait trop son image. Les hommes de son monde sont prisonniers d'un miroir qu'ils croient être la vertu. J'ai préféré être l'ombre derrière ce miroir. » Elle baissa les yeux vers sa tasse, où le café refroidi formait un cercle sombre. On m'a souvent dit que le silence est une lâcheté. Pour moi, il fut une charité. J'ai voulu lui laisser sa dignité, même si je devais perdre la mienne. Poirot hocha lentement la tête, son regard brillant d'une douceur grave. « Vous avez donc choisi le mensonge comme abri, madame, » murmura-t-il. « Et parfois, c'est un toit plus solide que la vérité. » Mais dans sa voix, je crus percevoir une ombre de tristesse, comme s'il mesurait déjà le prix de ce refuge. Poirot resta silencieux un instant, les doigts joints devant lui. Lorsqu'il parla enfin, sa voix n'avait plus cette fermeté habituelle, mais une nuance de bienveillance qu'il ne montrait que rarement. « Madame, dit-il,
J'ai rencontré beaucoup de coupables et peu d'innocents. Vous, vous êtes l'un et l'autre à la fois. Vous avez commis une faute, certes, mais c'est votre cœur, non votre vanité, qui en a décidé la peine. » Elle releva lentement les yeux, comme surprise d'y lire non un jugement, mais une compréhension sincère. « Vous croyez donc que j'ai bien fait ?» demanda-t-elle d'un ton presque enfantin. Poirot secoua la tête. « Non, madame, vous avez fait logiquement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La logique, voyez-vous, résout les énigmes, mais elle ne console pas les âmes. » Elle eut un faible sourire. « Et la vérité, console-t-elle, monsieur Poirot ?» Il soupira, les épaules légèrement affaissées. « Jamais, madame. La vérité ne console pas, elle exige, toujours. » Ces mots retombèrent avec le poids d'une évidence inévitable. Elle détourna le regard, et je vis qu'elle retenait ses larmes avec cette dignité particulière des femmes qui ont trop souffert pour pleurer encore. Le temps semblait s'être suspendu dans ce café, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Puis, sans un mot, la baronne se leva. Elle ajusta son manteau, prit son sac et demeura un instant immobile, le visage tourné vers la fenêtre. La lumière grise de l'après-midi effleurait son profil, adoucissant les années de peur et de silence. « Merci, » dit-elle simplement. Poirot inclina la tête. « Non, madame, c'est moi qui vous remercie. Vous venez de me rappeler que la morale et la compassion ne marchent pas toujours du même pas. » Elle le regarda encore une fois, longuement, puis se détourna. Ses pas étaient lents, mesurés, comme si chaque geste devait préserver ce dernier reste de contrôle. La porte s'ouvrit, un courant d'air s'engouffra, puis tout retomba dans le calme. Poirot resta un moment à fixer la tasse encore tiède. « La fuite, » murmura-t-il, « est parfois un acte de courage mal compris. » Je ne répondis pas. Dans ce silence flottait quelque chose de noble et de tragique. La trace d'une femme qui avait choisi l'ombre pour sauver une illusion de lumière. Nous reprîmes le train pour Londres le lendemain. Le paysage défilait sous une pluie fine, et Poirot, d'ordinaire si bavard, demeurait pensif, les mains croisées sur sa canne. Je tentai d'alléger l'atmosphère par quelques remarques, mais il ne répondit pas tout de suite. Puis, soudain, il tourna vers moi son regard pénétrant. « Dites-moi, Hastings, que vaut la vérité si elle détruit ceux qu'on aime ?» Je restai muet. Il poursuivit d'une voix presque rêveuse. « Peut-être que, dans certaines vies, le mensonge est une forme de bonté. » Le train s'enfonça dans la brume londonienne, et je compris que même les petites cellules grises, si promptes à dénouer les crimes, restaient impuissantes devant les mystères du cœur humain. Ce matin-là, Londres semblait enveloppée d'une mélancolie presque palpable. Le brouillard glissait lentement le long des fenêtres de Whitehaven Mansions, et les cloches de Westminster sonnaient dans un lointain feutré. Poirot, fidèle à sa routine, avait déjà ordonné son petit déjeuner. Œufs à la coque, pain grillé et cette confiture d'orange qu'il qualifiait de « suprême consolation morale ». Pour ma part, je demeurais silencieux, songeant à la baronne et à son étrange destin. Cette affaire, pourtant sans crime ni cadavre, laissait dans mon esprit une impression plus lourde que bien des meurtres. C'était comme si, sous la surface des convenances, un drame muet continuait à se jouer, celui du cœur humain prisonnier de sa propre pudeur. Poirot remuait son thé avec lenteur. « Vous voyez, mon ami, dit-il enfin, Londres et la vérité partagent ce même défaut. Elle ne se dévoile jamais complètement, même sous la lumière. » Les jours suivants s'écoulèrent dans un calme trompeur. Je tentais d'écrire le rapport de cette enquête, mais chaque phrase me paraissait creuse.
La vérité avait été découverte, certes, mais nul n'en était sorti apaisé. Le comte vivait désormais seul dans son manoir, la tête haute, mais les yeux vides. La baronne, elle, demeurait quelque part entre deux existences, absente du monde, mais pas de la mémoire. Et Poirot, malgré son triomphe intellectuel, semblait plus las que satisfait. « C'est une victoire sans gloire », me confia-t-il. « Il arrive qu'en cherchant la lumière, on ne fasse qu'éclairer la poussière. » Je compris alors que cette affaire n'était pas de celles que l'on range dans un dossier. Elle resterait suspendue dans un coin de nos esprits, comme une photographie dont les contours s'effacent, mais dont le regard demeure. Ce soir-là, je le trouvai assis dans son fauteuil, face à la fenêtre ouverte sur la brume. Il ne lisait pas, ne parlait pas. Ses mains, croisées sur son gilet, semblaient peser le poids invisible de ses pensées. « Hastings, dit-il enfin, il est curieux de constater combien la société pardonne tout, sauf la sincérité. On peut être égoïste, injuste, cruel, mais qu'on avoue un mensonge, et le monde vous rejette aussitôt. » Je restai muet, devinant qu'il parlait autant de la baronne que du comte. « Voyez-vous, poursuivit-il, la respectabilité n'est pas une vertu, c'est une mise en scène, et comme toute pièce, elle exige des acteurs, non des êtres humains. » Il eut un sourire presque tendre. « Cette femme a péché, oui, mais elle a eu le courage d'aimer sans calcul, et celui de se taire, pour épargner celui qui n'aurait pas su comprendre. » Il se pencha légèrement vers moi. « Le monde applaudit les mariages de raison, Hastings, mais il condamne les sacrifices de passion. Voilà pourquoi tant d'âmes nobles finissent seules, vêtues de silence. » Je réfléchis longtemps à ces paroles. En observant cette aristocratie que j'avais tant admirée, je compris soudain qu'elle n'était pas faite de grandeur, mais de peur. La peur du scandale, la peur du jugement, la peur surtout d'être sincère. Chez le comte de Ravancourt, la fierté avait pris la place du cœur. Chez son épouse, la honte avait remplacé la confiance. Et ces deux nobles âmes, qui auraient pu se sauver mutuellement, s'étaient détruites par excès de dignité. Poirot, lui, ne les jugeait pas. Il voyait en eux un symbole, celui d'un monde où la façade importe plus que la vérité, où l'on préfère mourir d'apparence que vivre d'authenticité. Je me surpris à éprouver pour eux non pas du mépris, mais une compassion infinie, car il est deux existences que le malheur n'éteint pas. Il les polit, comme le brouillard polit les statues oubliées de Hyde Park. Poirot referma son journal et demeura un instant pensif. Le tic-tac régulier de la pendule emplissait la pièce d'un calme étrange. « Mon cher Hastings, dit-il enfin, dans le grand bal de la société, certains dansent jusqu'à la fin, pour cacher qu'ils n'ont plus de musique. » Je levai les yeux vers lui. « Vous croyez qu'ils en avaient conscience ? » « Peut-être, répondit-il avec douceur. Mais il est plus facile de feindre l'harmonie que d'admettre le silence. » Puis il se leva, rajusta son nœud de cravate et ajouta, presque pour lui-même, « La vérité, mon ami, n'est pas toujours une lumière. Parfois, c'est un miroir où nul ne veut se regarder. Et le brouillard, dehors, avala le jour. Parfois, la vérité ne triomphe pas. Elle se tait simplement, pour épargner ceux qu'elle pourrait blesser. Et vous, auriez-vous choisi de révéler le mensonge, ou de protéger le cœur qu'il cachait? Dites-le-moi en commentaire, likez si cette histoire vous a touché, et abonnez-vous pour poursuivre ensemble ces mystères d'ombres et de lumière. Car au fond, chaque secret murmure encore, même lorsque le monde croit qu'il dort.